C'est pour moi un plaisir de parler devant ce forum extraordinaire d'historiens et fascinés pour l'Art Nouveau. J'ai le plaisir de vous présenter, c'est pas de Barcelone, c'est de Terrassa. Je suis la représentante de la ville de Terrassa, c'est une ville dans la route Art Nouveau. Je sais que beaucoup d'entre vous le connaissent pour la proximité avec Barcelone et surtout pour la production de l'architecte Lluís Moncunill. D'abord, avant d'aller plus loin, je tiens à justifier que je présente ce texte avec des collègues et amis, Domènec Ferran et Neus Peregrina. Le premier, c'est l'actuel directeur du musée de Terrassa, tandis que Neus est la personne avec laquelle j'ai travaillé en tous les écrits que j'ai faits sur cette ville. Les matériaux que je vous présente, on était en grande partie rassemblés pour faire une exposition à Terrassa, que vous l'avez ici, c'est les arts applicadas modernistas à Terrassa, il y a 10 ans, par la main de ces deux chercheurs. Et Domènec est d'ailleurs l'auteur de la plupart des photographies que je vous présente. Avec Neus, nous allons travailler en 2002 dans le cadre d'une exposition Le modernisme à Terrassa, qui nous a permis de méditer aux plusieurs des idées que je vais décrire, et je suis allée un peu plus loin. D'autre côté, je vais faire référence à la protection du patrimoine, que je sais que c'est un des objectifs de cette conférence. Et je peux vous dire qu'il y a un catalogue d'architecture, il y a aussi un plan spécial de protection. Nous avons dans la Catalogne deux niveaux de protection, ce que nous appelons la protection nationale. Pour nous, la protection nationale, c'est évidemment la Catalogne. Et alors, il y a la protection locale. Et malheureusement, tous les bâtiments que je vous présente ont seulement la qualification de protection locale. Ça veut dire que c'est seulement la mairie qui doit protéger le patrimoine. Il n'y a pas possibilité d'avoir des fonds de la Généralitat et même plus du gouvernement de l'Espagne. D'abord, je vais faire une petite référence à les idées culturelles qu'il y a dessus ce papier. Parce que je vais parler sur ce qu'on appelle la définition des styles. Je sais que c'est un terme un peu démodé, mais ça vaut la peine quelquefois de les répondre. Parce que je vais parler des styles dans le sens classique du terme. Ça veut dire la création d'une atmosphère formelle. Et je vais parler plutôt de ça que des concepts d'intérieur, c'est-à-dire l'analyse des plantes, des bâtiments et de leurs fonctions. Mais, au-delà de ces premières interprétations des espaces intérieurs, selon les prémices de cette conférence, nous voulons démontrer comme une façon de concevoir les petits éléments constructifs ou ornementaux peut aboutir à une image, à un style typique de la ville. Ce que nous avons défini comme style Moncunill. À partir de l'analyse des intérieurs, le mobilier, la menuiserie, les portes, les fenêtres, le travail du fer, les vitraux, les panneaux céramiques, ce que nous voulons, c'est proposer, interpréter d'une manière globale, aller plus loin et parler vraiment du paysage urbain, des paysages urbains. D'accord ? C'est que je mélange quelquefois l'anglais et le français. Je demande des excuses. Oui, parce que je parle le français rapide, mais quand je le lis, c'est une autre chose. Alors, je crois que c'est la peine de parler des paysages urbains, mais comme paysages culturels. Ces communications que je vous présente, donc, c'est une communication qui va de dedans au dehors, de l'intérieur vers l'extérieur. Et toujours en avoir comme derrière but les paysages urbains. Et puis, concrètement, ce que nous appelons les paysages culturels. Les citoyens sont les fils conducteurs de ce monde, entre le dedans et l'extérieur. Seulement dans la certitude que la perspective des personnes, du peuple, des habitants de la ville, de ceux qui demeurent, qui vivent ces espaces, ce lieu, nous permettent d'interpréter et faire histoire. Je suis en plus convaincue que c'est une perspective assez féministe,
Parce que toujours quand nous parlons des dedans la ville, et comme le dedans sort dehors, il a toujours l'esprit de la femme qui pour première fois a dessiné, a conçu ses premières intérieures. Alors vous entendez l'idée, c'est aller de dedans au dehors. Et allant plus loin encore, du point de vue de ce congrès, nous regardons le passé en cherchant les moyens de s'approcher les présents. Et le but, c'est également d'interpréter comme ces espaces intérieurs ont devenu des espaces extérieurs et en même temps comme sont utilisés aujourd'hui, avec une structure sociale très différente de celle-là de 1900. Parce que la plupart des espaces que je vous présentais ne sont pas déjà des maisons. Ils ont beaucoup d'interprétations. Alors, il y a quelqu'un qui sont plus réussis que des autres. C'est un peu l'objectif de cette communication. Et d'autre côté, il faut reconnaître que le modernisme à Terrassa définit un langage stylistique, une époque qui arrive à tous les domaines de la vie, c'est-à-dire les usines, la rue, les intérieurs de maisons, etc. Mais on a encore... je vais retourner sur ces concepts de paysage culturel, parce que ce sont vraiment les références les références théoriques que j'ai travaillées. Parce que du point de vue de l'intérieur de l'architecture, j'ai toujours la référence de... Non, c'est pas ici. J'ai toujours la référence de Mario Praz. C'est peut-être un peu... Mario Praz, il écrit... Je le lis toujours avec mon édition de 1979, ici. C'est la Casa de la Vita. Mais aussi, c'est très important la contribution de Monique Lep et Anne de Bar, l'invention de l'habitation moderne. C'est des apports très différents pour comprendre la maison. Le premier relie à la maison de vivre, Mario Praz. Par contre, Monique Lep, comprend la maison comme une machine d'habiter. Mais je pense que nous pouvons aller encore un peu plus loin et penser qu'à la fin, en arrière de Mario Praz, il y a une référence, c'est pour nous très, très, très émouvante, que c'est The House of Life de Dante Gabriel Rossetti. Parce que c'est démontré que Mario Praz connaissait bien Rossetti à travers de Vernon Lee. C'est une amie de Mario Praz qui connaissait très très bien Rossetti. Je crois que dedans de Mario Praz, il y a cette idée de la femme décédée qui est enterrée avec le papier, avec les poèmes, et les poèmes s'appellent justement la maison de la vie. Alors c'était cet esprit de la vie qu'on peut trouver dans les intérieurs de maisons. Mais il faut penser aussi comment ces intérieurs peuvent aller à l'extérieur. Alors, pour aller à l'extérieur, pour parler de paysage culturel, je me suis allée à la référence de les amis de la faculté de les géographes, qui, à travers de Álvarez Munariz, on m'a découvert ce que c'est vraiment le concept de paysage culturel. C'est un paysage historique, une conception qui n'a aucune référence au point de paysage patrimonial. Parce que c'est les lieux habités quand nous parlons de paysage naturel. C'est qu'en histoire de l'art, en histoire de l'architecture, nous parlons encore de lieux, de l'idée de lieux. Et quand on parle de lieux, on parle vraiment d'une chose que c'est l'appartenance de tous les citoyens. Alors, dans ce point de vue, je dois reconnaître que c'est la philosophie vraiment d'un géographe qui s'appelait Yi Fuan-Tuan, qui c'était professeur émérite de l'université de Wisconsin à Madison, et qu'il faut reconnaître que j'ai découvert à travers de mes collègues philosophes, et que c'est lui qui dit vraiment que le paysage est une projection de la société dans un espace concret. Et toujours pensant que cette approche est vraiment relationnée entre l'intérieur et l'extérieur et que finalement, il arrive au concept de lieu. Mais à la fin du tout,
quand je parle, pour faire la présentation de ce travail, je dois rendre hommage à Pau Gorina Rabarro. Parce que Pau Gorina Rabarro, c'était le dernier constructeur qui a travaillé à Montcunill. Et c'est lui qui m'a dit, quand j'étais très très jeune, que j'ai commencé mon PhD, et qui m'avait dit que j'ai eu l'occasion de parler avec lui, il m'a reconnu que nous, tous les artisans de Terrassa, nous avons tout appris et à dessiner avec Louis Moncunill. Alors c'est à travers de Pau Gorina que le style, ce concept de faire de Moncunill arrivait vraiment à tous les coins de la ville de Terrassa. D'abord, il faut dire que, avant d'entrer directement sur le style Moncunill, j'ai de reconnaître qu'il y a deux lignes pour la conception de l'intérieur dans la ville de Terrassa. D'un côté, c'est Alexandre de Riquet, et après d'Alexandre de Riquet, ce sont Joachim Vanzeil, c'est un peintre, et les frères Vivet. Les frères Vivet, ce sont des peintres et en même temps aussi d'ensembliers. Et de l'autre côté, c'est vraiment Louis Moncunill. Et nous allons d'abord voir qu'est-ce que fait Alexandre de Riquet. Je pense que ceux qui ont été à Barcelone connaissaient bien Alexandre de Riquet, qui avait fait dans le cercle du lycée. C'est très, très connu. Vous pouvez voir ici, c'est vraiment un dessinateur, ensemblier. Il a fait tout. Alexandre de Riquet, il est allé à Terrassa parce qu'il passait ses étés à côté. Et là, il a connu le peintre Joachim Vanzeil, et avec Pere et Thomas Vivet, il m'a dit qu'ils ont commencé à travailler de petits travaux de décoration. Le plus important, c'est un café qui s'appelait El Broquil. Le Broquil, ça veut dire les choux-fleurs. On l'appelait populairement le chou-fleur. Comme là, il n'y a aucune image de café, parce qu'absolument il a disparu, je vous présente une chou-fleur, mais ça veut dire vraiment l'image que pour les villes, pour les habitants de Terrassa, il avait cet café. C'est vraiment l'image Art Nouveau. Mais, vraiment, Alexandre de Riquet, il a laissé des autres décorations de grande qualité. Par exemple, ça, c'est dans le cercle du lycée de Barcelone. Et en bas, vous voyez une image que c'est vraiment la copie en or, c'est le centre du lycée. Et en bas, c'est une image que nous trouvons dans une maison de Terrassa comme un plafond décoratif. Et on trouve encore in situ les grands salons de l'Institut industriel. Vous voyez ici des détails, la grande peinture qu'on peut maintenant, c'est propriété des musées de Terrassa. Cet institut encore préservé parce que maintenant c'est un centre culturel, alors par chance, ça est préservé. Aussi, ils ont travaillé dans beaucoup de décorations, la plupart sont disparues parce que ce sont des décorations petites, excepté par exemple les grands vitraux, mais tout ce que c'est la décoration, il a disparu. Par exemple, celui-là est maintenant dans le musée, mais par contre, et celui-là c'est encore in situ, c'est une pharmacie. Mais par contre, et celui-là est disparu aussi. Mais on se préserve dans une école, nous pouvons dire, d'Alexandre de Riquet, une décoration certains de vous que sont de Terrassa le connaissent bien, je pense, c'était une confiterie, et maintenant se préserve, convertie en pharmacie. Ça veut dire que c'est une des constructions, des boutiques qui sont préservées presque dans les mêmes sons. Aussi, dans cette ligne d'Alexandre de Riquet, nous pouvons parler de Melchior Vinal, c'est lui qui a travaillé dans les très, très importantes maisons de la réforme Alegre de Sagrera. Et finalement, je vais aller, ça c'est la dernière, c'est Jean-Marie Colli Bacardi, que c'est une architecte qui travaillait déjà dans les années 10. L'objectif vraiment de ma communication, c'est parler plutôt que de cette ligne d'Alexandre de Riquet, Vignals, Joachim Vanzeil, c'est parler de Louis Moncunill. Louis Moncunill, vous le connaissez bien, c'est une architecte qui a fait tout
à Terrassa, il a fait des usines, il a fait des magasins, il a fait ce qu'en anglais on appelle warehouses, non? Des dépôts pour les textiles. Ça, c'est les bâtiments les plus connus, que c'est la Fabbrica Americamat. Et dans cette fabrique, on voit vraiment la grande originalité technique de Montcunil, qui c'est l'utilisation de la voûte catalane, que c'est une des plus importants architectes à utiliser cette technique. Mais si nous allons dans les points de style, dans les points de l'intérieur, Louise Moncunil, vraiment, il a défini un style de formes simples, ductiles, loin du baroquisme de l'Art Nouveau. C'est tout dans l'autre côté d'Alexandre de Riquet et l'autre ligne. Ils sont arcs en anse, vous utilisez cette expression, non? Arcs en anse, ou bien paraboliques, mais ce n'est pas un disciple direct de Gaudí. Évidemment, il connaissait Gaudí, mais il a une connaissance, il a sa propre réflexion sur l'utilisation de l'arc parabolique, parce qu'il connaissait très bien les travaux de Viollet-le-Duc. Au point de vue de la menuiserie, des arts appliqués décoratifs, il fait une menuiserie avec des profils arrodonnis et des vernis qui soulignent la qualité des matériaux. Les charpentiers et les souriciers, ils avaient une grande connaissance de métier. Il faut penser toujours que les charpentiers et les meubles, c'est la principale des arts décoratifs pour définir les intérieurs. Et ils dessinent aussi des éléments de céramique qui sont fabriqués dans les meilleures usines. Il n'avait pas d'usine à Terrassa, mais il fait ses propres dessins pour les grandes usines qui travaillaient à Barcelone. On va faire un peu un repas des grands bâtiments de Moncunil. Par exemple, c'est la Casa Barata. Vous voyez une maison, c'est 1905, vous voyez une vision de l'extérieur. Et dans l'intérieur, c'est ça, vraiment ce que j'appelle le style Moncunil. C'est une sorte de Gaudí plus modéré. On peut dire comme ça. C'est un Gaudí plus modéré. Mais ce que c'est important de constater, c'est qu'à Terrassa, il a eu un extraordinaire succès. Ça, c'est la maison Flecha que vous connaissez. Dans l'intérieur, c'était une ancienne magasin, une ancienne usine qu'on a reconverti, on a couvert avec des formes paraboliques et lui-même a dessiné les intérieurs. Mais ce qui est important de la maison Flecha, c'est que nous avons la possibilité de préserver tous les artisans qui ont travaillé avec Moncunil. Parce que, comme vous connaissez bien, nous pouvons, dans les archives municipaux, nous pouvons trouver la relation de tous les architectes qui ont travaillé dans la ville. Mais le problème, c'est toujours trouver ces petits artisans. Et heureusement, nous avons trouvé les factures de la construction de la maison, et ça nous permet de connaître parfaitement les artisans qui ont travaillé avec lui. Ça veut dire que nous pouvons aller plus loin. Ah, je m'excuse pour le traducteur parce que je les ai mon papier. Je les ai mon papier parce que je parle mieux que je lis. Pardon. D'accord. Bien, je pense que je parle mieux, je sais pas, mais quand même, je pense que vous me comprenez. D'accord. Mais bien, la situation qu'ici, nous avons la relation de tous les artisans qui ont travaillé avec Moncunil. Et pour ça, nous avons pu connaître tous les artisans qui ont travaillé à Terrassa. Parce que c'est un premier pas. Parce qu'avec ça, nous avons pu aller sur le même téléphone, d'accord? Nous connaissons déjà les noms. Et en connaissant les noms, c'est plus facile d'aller chercher vraiment qu'il y a derrière de ces artisans. Je ne vais pas me détailler parce que vous ne le connaissez pas, mais ici, ce sont les factures qu'on le préserve dans un état extraordinaire. Et ici sont les intérieurs en époque et ce qu'on peut conserver aujourd'hui, que c'est assez bien. C'est assez bien. Il manque encore le meuble, mais je vous en parlerai après.
Sa maison, c'est commencé parce qu'il n'y a pas de papier dans les mairies, mais pour les factures que nous avons, nous savons parfaitement qu'il a commencé en janvier de 1906 et c'est fini en 1909. Ça veut dire que c'est absolument contemporain de la Pedrera de Gaudí. Les intérieurs, surtout les carreaux, sont dessinés pour Montcunill, mais fabriqués dans la plus importante usine de Barcelone. Et les modèles Montcunill, nous pouvons les voir dans d'autres maisons. Par exemple, la Casa Montset. La Casa Montset est une grande maison. Ce n'est pas une maison dans un jardin comme la Casa Montcunill, mais c'est une maison qu'il faut penser beaucoup à la maison que vous avez ici en Bruxelles. Mais c'est une maison, et c'est grand peut-être pour être reconverti en habitage, non? Oui, habitage? Habitage. Ça peut être habité. Il a été pendant beaucoup de temps, il a été une école de musique, et maintenant il invente. Alors, ça a disparu, c'est une pharmacie, c'est 1916, mais vous pouvez voir jusqu'à quel point les dessins Montcunill est encore préservé. Par exemple, la Casa Badilla del Raval. La Casa Badilla, c'était en maison, et maintenant, c'était reconverti comme restaurant. Les intérieurs sont plus ou moins préservés, parce que vous voyez ici, la partie inférieure, ce sont des carreaux, et en haut, il y a des peintures. Je vais ici des détails, ça c'est les détails, c'est une photographie de mon collègue, de Domènech, quand il était encore une maison. Et vous voyez ici, maintenant, reconverti dans un bar. Je ne sais pas si c'est mieux ou non, mais comme même, c'est une manière de préserver cette sorte de patrimoine. Une autre maison, c'est aussi là, dans le même Raval, c'est aussi dans une autre bar. C'est le temps? Je vais rapide. Alors, une usine, que c'est encore une usine. Une autre maison, sa maison a été démolie. C'était une maison ouvrière, c'est pour ça que c'était très important. Et je vous présente la façade. Mais c'est intéressant de voir jusqu'à quel point c'est que je définis le style Montcunill arrivé dans les habitages ouvrières. Et le problème, c'est que c'est plus difficile de préserver les habitages ouvrières que les grandes maisons, parce que les grandes maisons sont plus préservées. La Casa Gali, ça c'était une réforme, mais vous voyez toujours les mêmes modèles. Ça c'est bien cette image que je vous expliquais. Ça c'est réglé, c'est protégé. C'est protégé, mais c'est fermé. C'est-à-dire, bien, ça veut dire que peut-être ici on verra, nous, dans une des années, une boutique de Zara, etc., non, qu'on va absolument préserver l'entrée. Ça, c'est le problème. Alors, ça, c'est ici que je dis vraiment qu'on va de dedans au dehors. Parce qu'avec ça, c'est comme il a défini vraiment un langage de ville. Jusqu'au point, par exemple, que ici, c'est la pharmacia Joe que j'avais parlé avant. Ça, ici, c'est la confluence entre le style Riquet et le style Montcunill. Et finalement, c'est là qui triomphe, c'est le style Montcunill, avec l'arc parabolique. Et finalement, je vais vous présenter la réforme. La Masia Flecha, il y a une réforme 1918. Et ça, c'est le meuble original qui sont préservés dans la famille. Et on va retourner. Et c'est aussi la confluence des 12 idées, parce que c'est les designers, c'est celui qui travaille pour la ligne de Riquet, qui finalement a fait la réforme de la Masia Flecha dans le 1910. Et avec ça, j'ai fini. Oui, mais, ça c'est très amusant. Oui, parce que c'est vraiment comme on finit. Parce que la plupart de ces habitages, ils sont en vente. Ils sont convertis dans des habitages luxueux, absolument luxueux. Ça peut coûter presque 1 million d'euros. En Terrassa, c'est très, très, très cher, parce que Terrassa, ce n'est pas Barcelone. Là-haut, c'est aussi notre maison de Montcunill. Vous pouvez voir exactement l'intérieur qui se préserve, que c'est en vente.
Et ça, c'est un magasin, un warehouse, un magasin de Montcounis, on essaye de les vendre comme maison. Comme maison. Parce que vraiment, il y a dans les places que le situé, c'est pour ça que je parle de lieu, d'accord? Et c'est pas possible d'avoir une utilisation industrielle. Et si quelqu'un a envie, ça s'écrit en espagnol, mais c'est vraiment ravissant de voir les langages, c'est en espagnol, parce que je peux dire que quelquefois l'espagnol c'est un peu ridicule, qu'on essaye de vendre les bâtiments, d'accord? Alors, en el centro una casa única, fachada modernista, réglée. Fachada modernista veut dire vous pouvez trouver de l'argent pour la réformer. Tiene subvenciones, no incluye gastos ni impuestos. Eh bien, ça c'est avec ça j'ai fini, merci, avec ça j'ai fini mon histoire. C'est vraiment voir comme cet architecte a défini un modèle. Ce modèle est arrivé à l'extérieur de la ville, finalement est devenu une image de la ville qui est préservée après l'époque Art Nouveau, parce que la plupart des bâtiments que je vous ai présentés sont de 1916 et aussi de 1920, et comme finalement, c'est très très difficile de trouver une utilisation pour ces bâtiments qui sont catalogués, mais malheureusement sont catalogués seulement à niveau local. Pardon, parce que je parle un peu plus et je vous remercie pour m'écouter.